Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Média TV pour Cannes+, votre quotidienne consacrée à la CAN Maroc 2025 pour évoquer les matchs de la soirée d'hier. Et on est jour de match, Maroc-Zambie se jouera ce soir à 20h du côté de Rabat pour parler de toutes ces rencontres. À mes côtés, comme d'habitude, Nouha Bazil, bonjour. Bonjour Anas et bonjour à nos téléspectateurs. Merci de nous rejoindre tous les jours pour Cannes+. Aujourd'hui, vraiment un match très attendu à l'affiche. Mais pour tout de suite, on va aller rejoindre Aboubakar Tounkara qui se trouve juste à côté du stade Prince Moulay Abdallah, qui est avec nous en duplex. Aboubakar, bonjour. Bonjour Nouha. Alors Aboubakar, comment est l'ambiance à côté du terrain ? L'ambiance, elle est déjà très, je dirais, très électrique. Parce que bien évidemment, depuis tout à l'heure, on a vu un dispositif sécuritaire comme chaque match de toutes les équipes, bien évidemment. Mais en particulier ici, au niveau du stade Moulay Abdallah de Rabat, avec bien évidemment un dispositif sécuritaire, des supporters qui sont déjà là, avec l'effigie des Lions de l'Atlas, certains portant même des maillots d'ancienne gloire du Maroc, pour montrer qu'aujourd'hui, le Maroc doit également écrire sa propre histoire, essayer de faire également le nécessaire pour aujourd'hui battre avec la manière cette équipe de la Zambie et prendre la première place de cette poule A pour espérer rester à Rabat, mais également continuer l'aventure et qui sait peut-être au soir du 18 janvier prochain remporter ce trophée, bien évidemment très attendu par le peuple marocain. Aboubakar, on a entendu Achraf Hakimi parler de sifflets lors du deuxième match entre le Maroc et le Mali, des sifflets qu'il a d'ailleurs, entre guillemets, condamnés. Est-ce que les supporters sont tout aussi confiants face à la Zambie, un match qui est important pour aller chercher la première place, ou est-ce qu'au contraire, on a peur des chipolopolo ? Au contraire, le message d'Achraf Hakimi peut être analysé dans un autre sens. Celui d'abord plutôt de dire aux supporters marocains qu'écoutez, on n'a pas en face de nous simplement des équipes qui viennent pour faire bonne figuration. On a des équipes qui viennent ici pour se battre avec leur chance et qu'aujourd'hui le Maroc est attendu par toutes les équipes. Le Maroc n'aura pas en face simplement des équipes qui vont simplement rester sans rien faire. Aujourd'hui, il a remobilisé les supporters marocains en leur disant qu'à travers ce message qu'il a lancé bien sûr, qu'aujourd'hui ils ont compris que ces sifflets étaient une manière de leur dire que vous pouvez relever le niveau, vous pouvez mieux faire et qu'on attend de vous une victoire claire et nette face à Souchi Polo Polo, en sachant bien évidemment qu'ils ont en face d'eux une équipe qui a de l'expérience, qui a déjà remporté cette CAN. Et le Maroc aujourd'hui veut jouer humblement avec ses forces, avec ses capacités et bien évidemment avec un capitaine qui sera probablement de retour aujourd'hui. Eh bien, merci Aboubakar. Nous avons hâte de regarder ce match ce soir. Donc le coup d'envoi sera donné à 20h au stade Prince Moulay Abdallah. On vous retrouvera plus tard dans la journée. Et j'ai le plaisir aujourd'hui, nous avons le plaisir, Anas, d'accueillir sur ce plateau Ali Salaheddine, qui est journaliste sportif pour Média. Bonjour Ali. Bonjour Noah, bonjour Anas, c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Merci beaucoup. Et avec nous à distance depuis Marrakech, Malik Traoré, journaliste sportif pour la nouvelle chaîne ivoirienne qui va nous parler forcément des éléphants et de ce match nul entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Bonjour Malik, merci d'avoir accepté notre invitation sur Média TV. Bonjour à tous, merci d'être m'accueillir parmi vous. On reviendra avec vous dans quelques instants. Avant ça, petit récapitulatif des matchs de la soirée d'hier et même de l'après-midi d'hier, parce que toute la journée, on a eu des matchs. C'est l'heure du flash de la CAN. À Marrakech, hier, le Cameroun et la Côte d'Ivoire se sont neutralisés, un but partout pour le compte de la deuxième journée du groupe F. Après plusieurs occasions et un but refusé à cause d'un hors-jeu de Franck Kessié, c'est bel et bien la Côte d'Ivoire qui ouvre le score avec un ballon enroulé par Amad Diallo à l'entrée de la surface. En début de seconde période, les protégés de David Pagou répondent grâce à la frappe de Junior Tchamadeu, contrée par le pied de Ghislaine Conan qui Yahya Fofana. Les deux équipes occupent les deux premières places du groupe F avec le même nombre de points et la même différence de buts. Tous deux battus lors du premier match, le Gabon et le Mozambique devaient absolument gagner pour rester en vie et espérer une qualification. C'est finalement les Mambas qui s'imposent par 3-2 face à des panthères gabonaises en grande difficulté. Sur corner, Katamo à la baguette dépose le ballon sur Bengal, oublié de la défense et ouvre la marque. 3 minutes plus tard, Katamo transforme un pénalty et permet au Mozambique de mener par 2-0. Juste avant la mi-temps, Aubameyang inscrit le premier but gabonais et
permet de réduire l'écart. Les Mambas restent impitoyables au retour des vestiaires. Witty profite de largesse, de la défense et enfonce le clou. Finalement, les Panthères inscrivent un deuxième but sans pouvoir égaliser en fin de rencontre. Score final, 3-2. Et puis l'Algérie qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations après sa victoire face au Burkina Faso par 1-0. Les Burkinabés ont réussi à étouffer les tentatives des Algériens. Néanmoins, les Fennecs sont parvenus à ouvrir la marque à la 23e minute grâce à Riyad Mahrez qui a transformé un penalty, signant au passage sa 3e réalisation lors de cette CAN. Les Étalons ont tenté de réagir, mais buté chaque fois sur une défense bien en place. L'Algérie compte 6 points, tandis que la 2e place est occupée par le Burkina Faso avec 3 points. Et enfin, le Soudan s'est imposé face à la Guinée équatoriale sur le score d'1-0 en match comptant pour la 2e journée du groupe E. Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 74e par le joueur de la Guinée équatoriale, Saoul Koko, contre son camp. Les entraîneurs des 2 sélections ont aligné leur 11 type dans cette rencontre qui a été toutefois marquée par l'absence de joueurs soudanais, Salahdine Adel et l'équato-guinéen Basilio Ndang après leur expulsion lors de la première journée. Le Soudan occupe la 3e place du groupe avec 3 points, tandis que la Guinée s'est inclinée lors de ses 2 premiers matchs. Et Ness, c'était l'essentiel des informations de cette journée, ce 2e journée. Aujourd'hui, on va entamer une 3e journée. Et pour en parler, tout de suite passe le débrief. Vous n'allez pas voir celle-là. Le débrief de Cannes+, on va parler du match, l'affiche de la soirée d'hier entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Score final 1 but partout pour ce que beaucoup considèrent comme le meilleur match de la Cannes pour le moment. Je vais me tourner d'abord vers Malik Traoré depuis Marrakech. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? C'est déjà le meilleur match de cette Cannes? On reviendra avec vous, Malik, dans quelques instants. Je vais d'abord demander l'avis à Ali Salahdine avec nous sur le plateau. Vous qui avez regardé la rencontre, est-ce que vous avez senti cette intensité entre 2 équipes qui sont assez, pas dire ennemies, mais très rivales en tout cas dans le domaine du football? Oui, il y a une vraie rivalité entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire d'un point de vue footballistique en tout cas. Et c'était l'un des matchs les plus attendus de cette phase de poule en compagnie de Sénégal, République démocratique du Congo. Ce match a tenu ses promesses, tout comme le match d'hier. Il y avait du beau monde dans les tribunes et sur la pelouse, il y avait des occasions de part et d'autre. C'était animé, il n'y a pas eu de vainqueur. On va dire que les poids lourds de ce groupe ont tenu leurs promesses et devraient se qualifier s'il n'y a pas de difficultés lors de la dernière journée des phases de poule. Ça s'est bien passé. Amad Diallo, côté éléphant, est en train de réussir sa CAN. But lors de la première journée, but lors de la 2e. Le joueur de Manchester United peut être l'une des figures emblématiques. Il peut même figurer, à mon sens, dans l'équipe type de cette phase de poule. En face, Ryan Bemo, on attend toujours son premier but en Coupe d'Afrique des Nations. Il a été passeur lors de la première journée. Hier, un peu transparent, mais son équipe a répondu. Elle a fait preuve de caractère, cette équipe camerounaise, qui peut aller chercher quelque chose parce qu'après l'élimination en Coupe du Monde, l'équipe ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde en été. Elle devra en quelque sorte rassurer ses supporters et pourquoi pas rapporter ce trophée qu'elle peut remporter. Elle l'a déjà fait à 5 reprises et pour la petite histoire, le dernier en 2017. Exactement, et les 5 titres remportés par le Cameroun étaient hors de son pays. C'est-à-dire que l'équipe a un savoir-faire, elle peut s'imposer au Maroc, c'est ce qu'on n'espère pas bien sûr, mais elle a les armes pour aller loin, en tout cas dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Je me tourne à présent vers Malik Traoré. Et pour vous, Malik, est-ce que ce résultat était attendu entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun? Salut à tous une fois de plus. Je ne sais pas si c'était un résultat qui était attendu. En tout cas, les 2 équipes voulaient la victoire au vu de l'historique entre les 2 sélections. Forcément, c'est un derby. On a envie d'aller chercher le meilleur. Pour le meilleur dans ce derby entre 2 pays qu'on qualifie de pays frères. Donc, moi, je trouve que c'est un nul équilibré parce que, comme vous regardez les statistiques, on a eu 2 tirs cadrés partout. Il y a eu les 2 poteaux, la barre transversale en première période, l'arrêt de Yaya Fofana qui repousse le ballon sur la barre transversale et la 2e barre en 2e période. Mais il y a eu aussi une barre de Ghislain Conan lors de la première période sur un centre. Et il y a eu un but refusé aussi pour Franck Kessié. Sans oublier qu'on s'est procuré aussi d'autres situations. Franck Kessié de la tête aussi
en fin de match. Donc, match assez équilibré. On se quitte bons amis, un but partout. Et puis, pour le Cameroun comme pour la Côte d'Ivoire, il va falloir aller chercher la première place, respectivement, face au Mozambique et au Gabon. Malik, face à ce match, face à la belle famille, comme on dit, on a vu une Côte d'Ivoire déjà entreprenante, certes, mais on sent un peu moins de continuité. Est-ce qu'il y a de la continuité par rapport à cette équipe qui avait remporté la CAN 2023 ? Parce qu'on le rappelle, plus de la moitié de l'effectif champion d'Afrique en titre n'est pas présent ici au Maroc pour cette Coupe d'Afrique. Est-ce que c'est une volonté d'Emers Faye aussi de montrer que des choix ont été faits depuis, qu'il y a vraiment une rupture entre l'équipe championne d'Afrique et celle qui vient défendre son titre au Maroc? Anas, écoutez, je pense que vous avez tout dit. C'est difficile de parler de continuité quand vous avez sur les 26 joueurs, 12 qui n'étaient pas à la précédente CAN. Donc, il y a un mélange d'expérience. On va dire que il y a certaines, en tout cas, si je prends la continuité des éliminatoires de la Coupe d'Afrique ou de la Coupe du Monde, il y a une solidité défensive qui reste. Maintenant, c'est vrai qu'on peut prendre un peu plus de jeu à notre compte. Il y a du positif comme des choses peut-être à améliorer. Et je pense que c'est l'honneur de faire les ajustements nécessaires pour créer, entre guillemets, un visage encore meilleur que ce qu'on a vu face au Cameroun. Alors, cette équipe camerounaise, Ali, est-ce que vous pensez qu'elle a donné le maximum? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne entrée en lice pour cette compétition? On attend beaucoup plus de la part de cette équipe camerounaise, quand même. Oui, c'est vrai qu'on attend beaucoup plus, puisque historiquement, c'est un poids lourd du continent. C'est une équipe qui, comme je le disais, a remporté 5 fois le titre de champion d'Afrique. Mais avant le coup d'envoi de cette joute continentale, il y avait plein de doutes. On ne va pas oublier que l'équipe n'a pas réussi à se qualifier pour les barrages intercontinentaux. Reste sur une défaite dès les demi-finales face à la République démocratique du Congo. Ça s'est joué d'ailleurs au Maroc. Et donc la tension était à son comble au sein des Lions indomptables, à la sortie de Marc Brousse avant le début de la CAN, son litige avec Samuel Eto'o. On ne savait pas s'il allait être au Maroc pour représenter le Cameroun. Ça s'est joué à la dernière minute. C'est en fait son intérimaire et son adjoint qui a réussi à prendre en main l'équipe. Il y avait des doutes. Le contexte est donc favori pour redorer le blason pour cette équipe camerounaise qui, pour l'instant, a fait une entrée timide, mais globalement réussie parce que l'équipe compte 4 points. Elle peut toujours finir en tête. C'est vrai qu'au niveau de la prestation, on reste un peu sur notre faim. C'est pas très attractif, mais l'essentiel est là. J'ai envie de dire que l'équipe peut monter en puissance. Et une fois que cette équipe sortira des poules, normalement, ça devrait le faire parce qu'avec 4 points, c'est le cas en Coupe d'Afrique. Les meilleurs troisièmes passent. Ça sent bon pour le Cameroun. Une fois que l'équipe sortira des poules, ce sera une nouvelle compétition qui va commencer, la phase à élimination directe. Et là, il y a un savoir-faire, il y a un réel savoir-faire de cette équipe. Peut-être que des joueurs pourraient éclore entre-temps. Ryan Mbeumo doit, comme je le disais, confirmer. C'est un joueur qui marque souvent en première ligue. C'est une valeur sûre du football anglais. Et donc, pour moi, ça reste quand même correct, même si les prestations quand même, sont appelées à monter en puissance. Alors, nous, de notre côté, on s'est régalé devant ce Côte d'Ivoire-Cameroun. Mais comment pensaient les sélectionneurs des deux équipes, Emers Faye et David Pagou? Je vous laisse écouter leur réaction en conférence de presse hier soir. C'était un bon match de foot, c'était un match avec beaucoup d'intensité, un match relevé, avec des occasions de part et d'autre, deux équipes qui avaient envie de gagner ce match, qui n'ont pas fermé le jeu. Donc match nul, je pense, logique. On a affronté une très très bonne équipe du Cameroun, qui a mis beaucoup d'impact, qui nous a posé des problèmes aussi tactiques. Mais non, franchement, content du match, content du résultat. Et puis je pense que c'est pour ça que tout le monde aime la CAN, pour ce genre de match. C'était un bon match. On avait prévu le dérouler de cette façon. Et voilà, donc on est quand même... on est satisfait de ce point-là. C'est quand même le champion en titre, une équipe mature, avec plein d'individualités. Donc voilà, on va se satisfaire de ce point-là. Malik, je vais revenir vers vous pour parler un peu de cette équipe camerounaise. On a l'impression que c'est une énigme. Après tout ce qui s'est passé quelques jours avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, allez en parler, l'élimination en demi-finale du barrage africain, ensuite une réélection de Samuel Eto'o, un changement de sélectionneur et une liste qui a été annoncée dans la foulée. Est-ce qu'on a l'impression que le Cameroun est un peu cet outsider dans l'ombre qui se prépare tout doucement à rugir tout d'un coup à un moment dans cette compétition? Anna, je ne pense pas que ce soit une énigme. Pourquoi? Parce que j'avais dit en début de compétition, je pense que
Cameroun avait besoin de calme. Mais suivi justement au fur et à mesure pendant les éliminations ou les éliminatoires de la Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de remous entre le ministère des Sports, le président de l'Africa, Samuel Eto'o, l'ancien sélectionneur Marc Louis. Je pense qu'on a réussi à garder du calme. C'est ce dont on avait besoin. Beaucoup de calme. Il y a eu des choix forts qui ont été faits. L'absence d'André Onana, l'absence de Boubacar, d'autres joueurs qui étaient considérés comme des cadres de ce vestiaire. Et puis, il y a des jeunes qui arrivent. En soi, c'est une surprise parce qu'il y a des jeunes qu'on découvre aujourd'hui, comme Namasso, comme Kopan, qui a été intéressant, qui a été impliqué dans la grosse action en première période, comme Eta Young, aujourd'hui, que le grand public découvre, qui a été buteur sur le premier match. Et il y avait des joueurs qu'on connaissait déjà, qui continuent ça avec Manchester United. Mais pour moi, ce n'est pas une énigme dans le sens où on savait que cette équipe du Cameroun avait du potentiel, mais il fallait avoir un calme et gérer l'espace sportif. À partir du moment où on gère l'espace sportif, d'ailleurs, on arrive avec une nouvelle dynamique. David Bagou, c'est quelqu'un qui connaissait cet effectif, avoir été adjoint dans le staff. Donc moi, je ne suis pas surpris de les retrouver là parce qu'ils sont arrivés à Marrakech sans bruit, dans un calme vraiment plat, avec l'envie, encore une fois, de montrer que le Cameroun reste le Cameroun et que à chaque fois que les Lions indomptables compétition, c'est pour aller chercher une étoile supplémentaire sur leur maillot. En voyant la composition de cette équipe ivoirienne, renforcée plutôt en défense, est-ce que, Ali, vous pensez que le sélectionneur ivoirien a plutôt opté pour une composition pour éviter de perdre plutôt que de gagner, à votre avis? Moi, je dirais quand même que c'était en même temps l'équipe la plus réaliste qu'a aligné Emers Faé. Il a entendu un peu le public ivoirien. En défense, c'était quand même compact, le milieu avec ses hommes forts, Fofana et Franck Kessié, c'est eux qui ont remporté en grande partie cette Coupe d'Afrique des Nations au pays. Et puis un choix fort, c'est la sortie de Wilfried Zaha qui a été laissé sur le banc, lui qui a été titularisé lors du premier match des éléphants, titularisé parce qu'il y avait des attentes, lui qui n'avait pas participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il est adulé par une partie du peuple, c'est ce que j'ai pu comprendre au sein de certains confrères journalistes ivoiriens et qui disait que Wilfried Zaha a son public en Côte d'Ivoire, mais qui n'a pas convaincu lors de ses sorties. C'est ce qui a poussé Emers Faé à le laisser sur le banc. Donc globalement, l'équipe a été compacte. C'est un 11 réaliste qui a été donc aligné par Emers Faé. L'entrée en jeu de Wilfried Zaha dans les dernières minutes montre que le joueur a perdu une certaine crédibilité. Il est appelé à rebondir parce qu'il ne fait pas partie des joueurs qui ont été choisis lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, pour moi, le groupe est logique. Le 11 de départ est bien. Le milieu de terrain, toujours aussi solide. C'est difficile de passer. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain de cette Coupe d'Afrique des Nations, avec en plus Ahmad aux côtés de Franck Kessié et de Fofana. Donc, le schéma était bon parce qu'en face, il y avait une bonne équipe camerounaise, il fallait se méfier, il ne fallait pas trop se découvrir. Et donc, mettre un bloc aussi bas en début de match était la bonne solution pour les éléphants. On termine cette première partie de l'émission rapidement avec Malik pour parler de la composition et non seulement des chances de la Côte d'Ivoire dans cette compétition. Ils ont le même bilan que le Maroc pour le moment, une victoire, un match nul. Moi, j'avais une question après ces deux matchs-là. Comment est perçu Emers Faé, ou en tout cas, quelle est l'opinion du peuple ivoirien autour d'Emers Faé après ces deux premières journées? Alors, l'opinion du peuple ivoirien est fluctuante. Au sortir du premier match, on disait c'était une belle victoire. Il y a beaucoup de critiques sur le jeu, mais après, moi je pense que d'un point de vue global, il faut quand même se rendre compte qu'avec Emers Faé, on a quand même une solide assise défensive. Sur certains ajustements, encore une fois, personnellement, je peux m'interroger, mais globalement, les résultats sont là. On a le même bilan que le Maroc. On a le même bilan aussi que le Cameroun. On a l'occasion d'aller chercher la première place. Donc, le bilan est positif. Après, vous savez, il y a toujours des critiques. Vous êtes mieux placé pour le savoir. Hein. Du côté du Maroc, par exemple, au bout de deux matchs, il y a des critiques intéressantes aujourd'hui sur Walid Regragui. Mais je pense que Walid Regragui est dans le vrai. Je pense qu'Emers Faé est dans le vrai. Donc, je pense aussi que David Bagou est sur le bon chemin aussi. Donc, si vous me demandez mon avis personnel, sur le bon chemin et que c'est plutôt positif, on a pris un bon point, on n'a pas perdu. Maintenant, il y aura toujours des critiques. Après, la Côte d'Ivoire ne gagne pas, ça a été le cas hier, ça sera le cas aujourd'hui, demain. Donc, un avis mitigé de la population ivoirienne, mais on verra, il va falloir rebondir contre le Gabon.
Donc c'est vraiment un groupe F qui reste vraiment très serré entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. La situation n'est pas claire encore, comme plusieurs autres groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et à présent, on va passer à une autre rubrique de notre émission. Tout de suite, le Focus. Et ce soir, le match tant attendu, Maroc-Zambie. Nous avons tous hâte de regarder ce match. Donc le coup d'envoi sera donné à 20h au stade Prince Moulay Abdallah. Et avant ça, on va parler un peu plus de ce match. Qu'en pensez-vous, Ali? Alors, comment Walid Regragui va entamer cette rencontre ce soir? Ce soir, je pense qu'il y aura des changements majeurs parce qu'il y a eu plein de choses qui ont été dites après le match face au Mali. Bien sûr, l'état d'esprit doit rester intact malgré les critiques, malgré ce qui s'est dit au terme de ce match face au Mali. J'imagine quelques changements peut-être au niveau de la défense, peut-être passer à une défense à 3 et laisser un peu les couloirs faire leur travail avec peut-être le retour d'Achraf Hakimi qui est en forme et qui assure pouvoir prendre part à ce match. Des changements peut-être au niveau de l'attaque et des ailes. Sebari a été aligné lors de la première journée et lors de la deuxième, ça n'a pas été un choix payant. Il est passé à côté de son match lors de l'opposition face aux Aigles de Bamako. Peut-être qu'on a besoin de plus de vitesse dans ce secteur parce que Sebari c'est plus un milieu de terrain et donc des joueurs comme Samad Zelzouli peuvent créer la différence. On ne sait pas si ça sera le cas, mais en tout cas, moi j'imagine des changements au niveau du 11 de départ parce que on a vu que ça n'a pas vraiment porté ses fruits cette attaque à 3 avec Sebari et aussi cette défense qui est en souffrance avec Jawad Liamer qui a eu un sacré client face au Mali, le joueur malien, Lassine Sinayoko, l'attaquant malien absolument d'Auxerre. L'attaquant de la JOCR qui a fait un très bon match et il a mis en difficulté Liamer. Je ne sais pas s'il sera aligné ce soir. En tout cas, il devra faire attention. C'est face à ce genre d'attaquant qu'il va falloir faire face d'ici maintenant avec ce match face à la Zambie qui n'a pas perdu, qui fait preuve d'une certaine solidité mentale quand même parce que ne pas s'imposer certes, mais ne pas perdre notamment cette égalisation face au Mali en toute fin de partie, ça prouve que cette équipe est là aussi pour accéder au prochain tour. D'ailleurs, on l'avait vu en conférence d'avant-match pour le match face au Mali. Walid Regragui avait ramené avec lui en conférence d'avant-match Aït Boudlel. On espérait le voir sur le terrain. Qu'est-ce que vous en pensez, Malik Traoré? Est-ce que Aït Boudlel pourrait être titularisé pour cette rencontre? Ouais, je pense qu'il y a peut-être moyen. Après, encore une fois, la grande interrogation, c'est de savoir si Achraf Hakimi sera là ou pas. Après, c'était pas pour revenir sur le match face au Mali. Bon, le Mali qui est quand même une équipe solide, hein. On avait vu ce qu'ils avaient proposé lors de la dernière CAN. Moi, je trouve qu'il y avait des ajustements cohérents de la part de Walid Regragui, avec notamment la titularisation d'Ayoub El Karabi, on comprenait pas vraiment le titre sur le banc. Et quand il est rentré lors de la première rencontre face au Comores, il a été intéressant. Ça a été un peu plus compliqué contre le Mali parce qu'il y a quand même une équipe malienne avec un sélectionneur qui connaît très bien le football africain, Tom Saintfit, qui a été solide. Donc oui, pour répondre à votre question, oui, ça peut être une option, cette titularisation-là. Maintenant, je pense que d'un point de vue collectif, il va falloir donner un peu plus. Je ne pense même pas que ce soit d'un point de vue tactique. Il va falloir donner encore un peu plus d'envie. Face à une équipe de la Zambie, quand même, attention, qui est redoutable, puisque la Zambie avait fini première du groupe des éléphants de Côte d'Ivoire lors de la qualif CAN. Donc attention à une équipe où il y a notamment un joueur comme Patson Daka, qui a été leader face au Mali, justement. Quand on voit les difficultés des Lions de l'Atlas lors du deuxième match face au Mali, notamment lorsqu'ils concèdent des contre-attaques, est-ce que selon vous, il devrait y avoir des ajustements en défense centrale par exemple? Est-ce que vous avez, vous, une préférence pour un autre joueur autre que Jawad Liamer, qu'on a senti beaucoup plus en difficulté que Naïef Aguerd par exemple? Bah, écoutez, vous aviez une assise, le Maroc globalement avait une assise défensive avec Romain Saïs. À partir du moment où vous regardez Romain Saïs, forcément, c'est un gros point négatif. Vous êtes obligé de l'ajuster avec Yamik et Naïef Aguerd. Donc, moi, je pense qu'il faut conserver les ingrédients. Mais voilà, je pense que ce que vous faites, enfin, ce que le Maroc fait de positif, c'est de se procurer des situations. Ce qu'il y a de plus dur dans le football, c'est de se procurer des situations. Vous arrivez à le faire, vous mettez de l'intensité. Le premier match, vous avez mis beaucoup d'intensité, ce qui est pas forcément évident parce que quoi qu'on arrive, qu'on soit à domicile ou pas, c'est difficile de rentrer dans la compétition.
Donc, au final, je peux dire qu'à ce niveau-là, les équipes sont bien regroupées. La Zambie va arriver très bien regroupée face au Maroc, mais il va falloir saisir chacune des occasions que vous pourrez avoir. Donc, moi, je dirais que vous avez l'effectif, vous avez les situations, il va falloir être plus réaliste. Parce que pour moi, c'est le réalisme clairement qui a manqué au Maroc pour faire la différence contre le Mali. Pardon. Alors justement, on va parler également des latéraux marocains qui ont vraiment joué un grand rôle lors des 2 premières rencontres. Anas Salahdine et Nossair Mezraoui ont vraiment effectué de très bons matchs. C'était vraiment de belles performances de la part des 2 latéraux. Ali Salahdine, est-ce que vous pensez que les latéraux aujourd'hui vont également jouer un rôle beaucoup plus offensif ou est-ce qu'ils vont être un peu plus prudents ? Non, mais certainement, c'est l'une des armes fatales de cette équipe de Walid Regragui. Ça s'est senti lors de la Coupe d'Afrique des Nations en ce moment, en Coupe du Monde, et aussi lors du premier match face aux Comores. Mezraoui a été passeur pour le premier but et Salahdine pour le retourné acrobatique d'Ayoub El Kaabi. C'est une arme forte pour cette équipe marocaine. On devra s'appuyer sur ces joueurs. L'entrée de Hakimi, c'est quand même quelque chose qui va faire du bien à cette équipe marocaine. Car au-delà de son niveau de jeu et de ce qu'il peut apporter au Lion de l'Atlas, c'est aussi des automatismes qu'on pourrait retrouver sur le côté droit marocain. Azdine Ounahi a été transparent lors de sa dernière sortie. Et lors du premier match, on ne l'a pas trop vu. Peut-être avec Hakimi, on retrouvera certains automatismes. Il commence à combiner. Et Brahim Diaz, lui, qui a tendance à entrer dans le milieu de terrain, il décroche. Je pense qu'il a carte blanche pour Walid Regragui. Il lui a donné carte blanche parce que je l'ai vu lors des 2 premiers matchs, des fois se retrouver même sur le côté gauche. Donc c'est quelqu'un qui est libre et donc Azdine Ounahi a besoin de s'appuyer sur Hakimi pour pouvoir irriguer le jeu et donner de bons ballons et l'attaque marocaine en a bien besoin. Je viens de me rendre compte qu'à quelques lettres près, vous aurez pu être latéral gauche pour la sélection marocaine, Ali Salahdine. on va continuer forcément de parler de cette équipe, de ce 3e match. Est-ce que Regragui va tenter de gérer ? Est-ce qu'on va être sur un match de gestion ou bien sur un match où on va tout donner pour aller chercher la victoire et la première place ? Je vous laisse écouter ce premier extrait de la conférence de presse de Walid Regragui qui était présent en salle de conférence hier après-midi. Brahim, moi je suis content déjà parce qu'il avait été beaucoup critiqué pendant les matchs amicaux qu'on avait ou de qualification parce qu'on attend beaucoup de Brahim. Il est dans l'état d'esprit que j'attends de lui depuis un certain temps. Il a compris ce qu'on attendait de lui. C'est un joueur qui est aussi un joueur clé pour nous, qui peut faire la différence à tout moment. Et il est bien rentré dans la compétition avec le bon état d'esprit. On sait que Brahim, à tout moment, surtout dans les 30 derniers mètres, c'est un joueur, on va dire, chirurgical. Avec une occasion, il peut nous faire gagner le match. Donc on est content. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il est marqué ou pas, c'est son état d'esprit. Il défend beaucoup plus, comme on le voulait. Il fait beaucoup plus d'appels. Il est disponible avec l'équipe. Et on le gère comme on peut, parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de lui si on veut gagner la CAN. Walid Regragui est revenu un peu sur la participation de Brahim Diaz qui a vraiment fait une bonne rencontre. Pour moi, Brahim Diaz a vraiment bien joué lors des 2 premiers matchs. On l'a senti vraiment motivé. Il veut tout donner pour cette équipe marocaine. Malik Traoré, comment l'avez-vous trouvé justement Brahim Diaz lors de ces 2 rencontres, contrairement à une saison en Liga qui reste plutôt moyenne? Brahim Diaz, c'est un joueur incroyable. Vous avez de la chance d'avoir un joueur quand même qui évolue au Real Madrid, qui n'est pas titulaire, mais je me posais la question justement sur le début de compétition. Je me disais, ah ben tiens, Brahim Diaz, il pas beaucoup, mais il met beaucoup d'énergie, il met beaucoup d'intensité sur le premier match face aux Comores. Mais il y a de quoi justement. C'est que vous arrivez dans une compétition prêt, vous avez envie déjà de gagner la CAN avec votre pays à la maison. Donc je pense que non, je l'ai trouvé un très bon joueur qui a été décisif pour les 2 matchs. Et je pense qu'il sera aussi décisif là. C'est quelqu'un qui va continuer de tirer son épingle du jeu. Non, j'ai trouvé très très bon, Brahim. Sincèrement, c'est l'un des meilleurs Marocains depuis le début de l'année.
Et tout de suite, on continue avec le focus en parlant un peu plus en détail de cette composition marocaine. Un 11 de départ qui reste très discuté. Les journalistes comme nous, on a l'occasion d'en parler, de voir des changements de la part de Walid Regragui. Mais il faut le dire, Walid Regragui a le contrôle, il faut lui faire confiance. C'est le sélectionneur, c'est celui qui sait le plus ce qui se passe au sein de cet effectif marocain. Mais justement, Ali, alors vous qui connaissez très bien cette équipe marocaine, vous qui êtes marocain comme nous, est-ce que vous pensez qu'en attaquant, le Kaabi va entamer cette rencontre aujourd'hui? Je pense que ça va être difficile pour le joueur de l'Olympiakos d'intégrer ce 11 de départ parce que j'ai eu l'occasion de voir ces rencontres, de couvrir ces matchs pour la radio. Le match d'Ayoub El Kaabi, le premier a été exceptionnel. L'entrée en jeu a été gagnante et ce retourné acrobatique, le temps s'est arrêté. C'était magnifique de voir ce but. Je pense que ce but, c'était synonyme de place dans le 11 de Walid Regragui pour le deuxième match. C'est normal parce que le but est exceptionnel, l'effort. Et donc, il efface un peu la prestation en moyenne, il faut le dire, face aux Comores, ce 2-0. Et ce but acrobatique a changé la dimension et l'ampleur de la victoire marocaine. Mais face au Mali, je dirais qu'il a été en difficulté, transparent. On n'a pas vu Ayoub Kaabi qui se procurait des occasions, qui a essayé de marquer. Après, Walid Regragui a utilisé tous ses attaquants lors de ce match, à savoir Youssef Nseri et aussi Soufiane Rahimi qui n'ont pas réussi à marquer non plus. Une occasion pour Youssef Nseri qui peut, à mon sens, intégrer le 11 de départ, tout comme Hamza Igaman qui s'est entraîné hier avec le groupe, tout comme Achraf Hakimi. On ne sait pas s'il pourra jouer, mais lui aussi c'est un atout pour cette équipe marocaine. En tout cas, moi, si je devais miser sur un 9 qui serait titulaire aujourd'hui, ça serait pour ne pas prendre de risque Youssef Nseri, mais on verra. Eh bien, c'est ce qu'on a justement sur la composition probable. Vous la voyez juste ici sur notre plateau. Commencez forcément par les indiscutables. Yassine Bounou est dans les buts. On retrouve une défense centrale, même si elle a connu quelques soucis face au Mali. Jawad Liameqane et Fagel seront alignés, tout comme les latéraux. Pour le moment, Mazraoui semble être le titulaire dans cette défense à côté de Salah Din. Dans l'autre couloir, Amrabat devrait garder sa place de sentinelle dans ce milieu à 3 composé avec Azdin Ounahi et Naïl El Ainaoui. Un des changements qui est attendu, c'est celui au poste de numéro 9. Et bien là, on retrouverait Youssef Nseri aux côtés d'Ismaël Saibari et Brahim. Malik, je vais me tourner vers vous. Vous qui avez dû voir un peu Youssef Nseri, que ce soit lors des Coupes du Monde, lors des Coupes d'Afrique des Nations, est-ce qu'il a toujours le niveau pour être le numéro 9 qu'on attend depuis un certain temps au Maroc? Bien sûr, sinon Walid Regragui ne l'aurait pas sélectionné, il a un sacré niveau. Notre ami Nseri, il joue aujourd'hui à Fenerbahçe, si je ne dis pas de bêtises, parce que Ayoub El Kaabi, lui, est du côté de l'Olympiakos. Non, je pense que a des attaquants de grande qualité. C'est juste qu'à un moment donné, à l'entraînement, le sélectionneur voit des choses que nous ne voyons pas. Et peut-être que Nseri, s'il doit être titulaire aujourd'hui, a montré de meilleures choses sur l'entraînement où il considère que peut-être que dans le jeu aérien, il peut apporter certaines qualités qu'Ayoub El Kaabi n'a pas. Ayoub El Kaabi a d'autres caractéristiques, notamment sur les retournées acrobatiques, on le sait. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que on ne perd pas au change. C'est du 50-50. Vous avez deux attaquants incroyables. Et je pense qu'En-Nesyri peut tirer sur l'épingle du jeu. Dans tous les cas, les deux sont capables de mettre beaucoup d'intensité. En-Nesyri, sur la jeu aérien, peut-être qu'il a une longueur d'avance par rapport aux joueurs de l'Olympiakos. Et au milieu, est-ce qu'on voit plus Ounahi? C'est vrai qu'Ounahi, vous l'avez dit tout à l'heure, Ali, Ounahi est pour l'instant assez transparent. Il n'a pas encore montré son vrai visage. C'est vrai qu'il fait une bonne saison, plus ou moins, en championnat. Mais est-ce qu'Ounahi, vous pensez qu'il va être aligné aujourd'hui? Comment il pourrait un peu plus améliorer un peu ce côté offensif marocain, Walid Regragui? Sur qui ou sur quel joueur devrait-il miser ou quel automatisme devrait-il mettre en place? C'est une question difficile à répondre, surtout le milieu de terrain marocain. On sait que Walid Regragui s'appuie depuis un bon moment sur ses hommes forts. Son milieu, il est intouchable avec Amrabat, Ounahi et Naïl El Ainaoui depuis qu'il joue avec l'équipe du Maroc. Les trois joueurs sont associés depuis un bon moment dans le 11 de départ. La question maintenant qui se pose, c'est est-ce qu'on peut miser sur un milieu de terrain sans Soufiane Amrabat? On le sait, il est précieux dans les phases défensives. Mais si le Maroc veut créer, veut attaquer, c'est difficile avec Soufiane Amrabat
Amrabat, qui est plus fait pour la défense et surtout quand le Maroc mène au score, c'est quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, c'est quelqu'un qui stoppe les actions, qui peut commettre des fautes techniques dans des moments clés de la rencontre. Donc si on devait se passer de Soufiane Amrabat, j'imaginerais peut-être un milieu avec Inaoui, avec Ounahi et Saibari. C'est très offensif, mais c'est une prise de risque. Et à ce moment-là, Naïl Inaoui aurait plus de travail que d'habitude parce que quand Amrabat est là, c'est lui qui fait le sale boulot, on va dire, entre guillemets. Et donc peut-être un milieu de terrain offensif comme ce que je viens de dire pourrait permettre à cette équipe d'être un peu plus attractive dans le secteur offensif. C'est vrai que le secteur offensif reste un peu un mystère, mais justement, Malik, est-ce que vous pensez que le Maroc doit chercher à vite marquer ou plutôt accepter un match long face à la Zambie ce soir? Non, il va falloir faire la différence rapidement. Je pense que même vous, la raison pour laquelle le public a sifflé le Maroc après la première période, c'est parce que la période Maroc-Comores, c'est parce que le public considère qu'on pouvait proposer un peu mieux en termes de jeu avec tout ce qui a été mis en place pour la qualification, tous les investissements et puis surtout tous les espoirs qui sont placés derrière cette équipe marocaine. Donc non, il faut garder les mêmes ingrédients tout de suite. Aller chercher des buts, faire la différence rapidement, faire du spectacle pour le public. Non, il va falloir emballer ce match très très rapidement. Ce sera dans un grand stade, ce sera avec le public, ce sera avec l'engouement du peuple marocain. Non, il va falloir aller chercher très très rapidement. Je pense que sur ce genre de match, il n'y a pas de calcul à faire. Il va falloir aller chercher cette équipe du mieux qu'on peut. On est à la maison, on doit mettre son rythme, on doit mettre de l'intensité pour très rapidement faire la différence et essayer de gagner ce match ou se mettre à l'abri rapidement. Justement, pour revenir sur cette histoire de sifflet, Achraf Hakimi, en conférence, avait dit à quel point l'équipe marocaine est solidaire et que malgré les sifflements, l'équipe restait unie. Regardez. Aujourd'hui, l'équipe nationale est très unie, même si les gens de dehors ils sont pas contents, ils critiquent. Nous, on est restés ensemble. Et, on va faire notre travail qu'on est en train de faire. On est très contents. On a un bon sommet. Et on espère qu'ensemble, on va faire de grandes choses. Mais aussi, pour répondre à ce que tu as demandé au coach, je sais que les supporters ne sont pas contents. Mais on aime cette exigence et on va travailler pour laisser contents les supporters. Mais on a besoin aussi de vous, parce qu'on joue à la maison. Ce n'est pas normal que de temps en temps ils sifflent. On voulait jouer avec les supporters. Notre supporter, c'est le 12e homme. Moi, avec mon expérience, j'ai senti ça à mon club Paris Saint-Germain. Je me rappelle qu'on a débuté la Champions League, on ne gagnait pas les matchs, et on perd des matchs à la fin. Ils ont dit qu'on n'a pas une grande équipe, on n'a pas un grand coach. Finalement, on est champion d'Europe, champion du monde. Et après, je dis qu'on a besoin de les supporter, de rester derrière nous. Comme ça, on peut aussi être champion d'Afrique ensemble. Ali, dans la rédaction, on a eu beaucoup de débats avec les journalistes. J'imagine que vous aussi, dans la rédaction radio, est-ce que les sifflets sont légitimes ou pas de la part du public? Est-ce que vous considérez que le public montre son mécontentement à la sélection quant au jeu apporté dans ces deux premiers matchs? Est-ce que c'est légitime ou pas? Difficile. Je pense que c'est... Votre avis, votre avis. Personnellement, je pense que c'est pas le moment pour les siffler. Il faut supporter l'équipe parce qu'elle a l'avantage de jouer à domicile. Le rôle du 12e homme, comme l'a si bien expliqué Walid Regragui, est très important. Des fois, c'est grâce au public qu'on gagne. L'équipe se transcende. Elle sait qu'elle est soutenue par tout un peuple, même si elle est menée au score. Et c'est de ça qu'a besoin l'équipe marocaine. Car après, si jamais l'équipe ne va pas loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations, on pourra critiquer autant qu'on veut, on pourra siffler, mais ça ne joue pas en faveur de l'équipe. C'est vrai qu'on a été déçus lors du premier et du deuxième match. La première mi-temps face aux Comores, quand on était au stade, on a commencé à se regarder. Il n'y avait rien, mis à part l'effet de jeu, comme le penalty raté ou la sortie sur blessure de Seyss. Sinon, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. Donc, en deuxième mi-temps, oui, et face au Mali, on a eu peur parce qu'on a vu que cette équipe malienne était capable de remporter le match. Les contre-attaques en deuxième mi-temps ont fait peur à tout le monde. Et on a aussi montré comment on pouvait faire pour battre le Maroc. Bien sûr, on a peur, les journalistes aussi bien que les supporters qui ont commencé, oui, à siffler, c'est vrai, mais
ça peut réveiller un peu les joueurs. Est-ce que mieux vaut prévenir que guérir? Est-ce qu'on peut utiliser cet adage dans cette situation? Oui, mais il faut aussi jouer pleinement son rôle de supporter, j'ai envie de dire, parce que c'est le 12e homme, il est aussi là, ses crampons. Et Justement, il ne faut pas crier victoire ni défaite trop tôt. Justement, on avait vu en 2023 avec la Côte d'Ivoire qui avait très très mal entamé sa compétition, mais qui a finalement remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Malik, pour vous, cette équipe zambienne, sur quel aspect peut-elle être dangereuse ce soir? Déjà, je voulais reprendre ce propos d'Ali. Il y a un mot qui est très juste. Je pense que pour peut-être illustrer ou du moins justifier les sifflets du but marocain, c'est la peur. La peur de voir son équipe, la peur de voir son équipe passer à côté. Et c'est vrai que sur la première période face aux Comores, par rapport à ce qu'on avait vu sur les qualifications, par rapport au niveau qu'on a l'habitude de voir avec l'équipe marocaine, ben, il y avait un petit peu de déception et surtout un petit peu de peur de peut-être être surpris parce que les Comores aussi ont créé quelques frayeurs à l'équipe marocaine. Pour parler de la Zambie, c'est vraiment une équipe solide. Alors, face à la Côte d'Ivoire, on les a affrontés, on les a affrontés 2 fois sur les 2 dernières années. Non, pardon, 3 fois, avec notamment 2 défaites en Zambie, à Ndola. Une défaite 3-0, ça c'était sous Jean-Louis Gasset à l'été 2023, en juin 2023. Et on avait perdu également 1-0 au mois d'octobre 2024. Ça, c'était sous les ordres d'Emer Saé. On avait perdu 1-0 lors des qualifs pour cette CAN au Maroc. Et la Zambie avait fini première du groupe. Donc voilà, c'est une équipe quand même qui a un gros collectif. C'est une équipe qui a quelques individualités. Je vous parlais de Patrick qui a réussi à surprendre le Mali. Donc je pense que c'est une équipe qui, et on l'a vu d'ailleurs plusieurs fois, il y a des équipes, on s'attendait à ce que, je pense par exemple au Soudan face à l'Algérie, on s'attendait que le Soudan, par exemple, reste derrière, sauf que le Soudan a vraiment joué les yeux dans les yeux. Et je pense que la Zambie est dans une position où elle peut aller jouer sa qualification aussi dans le groupe. Donc, elle va essayer de montrer des arguments. Une fois, le Maroc, à domicile, dans ce stade-là de Rabat, a une obligation de dicter le tempo de cette rencontre, mettre du rythme pour très rapidement faire la différence face au Chipolopolo. Noura, on va passer à la suite de l'émission. On a en tout cas toutes les clés pour tenter de lire cette rencontre avant ce match prévu à 20h au Stade Prince Moulay Abdallah. Et pour ça, on va vous demander votre avis, que ce soit Noura, Ali ou encore Malik depuis Marrakech. Moi aussi. Sachant, même si je me suis trompé pas mal ces derniers temps, mais je vais essayer de me refaire sur ce match-là. Ça sera à l'heure, en tout cas, de l'heure des pronos de la rédaction. Malik, malheureusement, on n'a pas pu envoyer d'ardoise à Marrakech, mais on va forcément vous demander votre pronostic pour ce match entre les Lions de l'Atlas et les Chipolopolo. Quel score est-ce que vous voyez pour cette rencontre? Bon, comme disait Nadia tout à l'heure, pronostic boule de cristal Walou. Donc je vais essayer de trouver, d'être juste, même si je ne peux pas prédire l'avenir. Non, mais plus sérieusement, moi je vois une victoire 2-0. 2-0 pour le Maroc, un but par mi-temps, avec un but encore une fois de Brahim. Je pense que c'est un match quand même avec beaucoup de tension, l'envie de bien faire, la pression du public, être à la maison, une canne c'est vraiment pas évident, donc je vois bien un score de 2-0 avec un match qui va mettre du temps à se décompter, mais au final une victoire du Maroc et donc une première place pour les hommes de Walid Regragui. On va tous afficher nos pronostics. Malik est plus optimiste que nous quand même sur cette rencontre, j'ai l'impression. Plus optimiste que les Marocains. 1-0 pour Ali, 2-1 pour Noura et je pense que c'est la première fois depuis le début de l'émission, le même pronostic entre Noura et moi-même, 2-1. On va commencer par Ali, 1-0, le service minimum pour les Lions de l'Atlas. Ouais, parce que je me suis emballé lors du match face au Mali, j'ai dit 4-2 ou 3-1. Donc je pense que là, qu'il faut juste gagner, quoi, parce que et pour la montée en puissance, ça attendra peut-être un 8e de finale, c'est un autre tournoi qui commence. Donc 1-0, je pense pas que qu'il y aurait plus de buts. Voilà. Noura, 2-1, quand même un match assez accroché entre les deux équipes. Ça reste l'équipe va être très stressée, les Marocains seront très tendus, je dirais, en début de match. Ils vont quand même marquer un premier but, comme a dit Malik en première mi-temps. Mais ensuite, je vois quand même les Zambiens se réveiller, essayer de ne pas lâcher l'affaire. Et je vois les Marocains, malheureusement, peut-être concéder un petit but. Mais finalement, une victoire espérée pour le Maroc.
Et alors Anas, Je le verrai pas comme une sorte de stress, mais moi, au contraire, je pense qu'ils auront moins de pression. Peut-être que dans la composition qui sera alignée par Regragui, on peut s'attendre à des surprises, on peut s'attendre à des joueurs qui ne sont pas attendus en tant que titulaires. Et donc ces joueurs-là auront moins de pression que les habituels titulaires. Ça peut être des changements au niveau de Saïbali, au niveau du milieu de terrain, au niveau de la défense. Mais je vois quand même que ce manque, en tout cas ce manque de stress ou cette absence de pression, eh bien, elle pourrait faire du mal à la sélection et à tout moment, soit d'abord concéder le score, et ce n'est pas un scénario qu'on a l'habitude de voir avec cette sélection marocaine. En tout cas, on ne l'a pas vu depuis le début de la compétition. Mais voilà, moi je pense que les Marocains peuvent à un moment se relâcher à 2-0, se dire que le travail est fait. Voilà, on a fait plaisir aux supporters, mais que derrière, eh bien, un but peut relancer la Zambie. Et souvent, dans une rencontre, le troisième but est le plus important parce que soit ça vient creuser l'écart et hop, vous êtes à 3-0, vous avez terminé la rencontre entre guillemets, sauf grande surprise. Ou au contraire, 2-1, ça vient relancer la Zambie. Je vois une fin de match un peu électrique entre les deux équipes. La Zambie qui va essayer de mettre le but du match nul pour espérer accrocher une troisième place là aussi qualificative pour les huitièmes de finale, s'il en tout cas il termine parmi les meilleurs troisièmes. Mais voilà, ça pourrait être un score intéressant. Je m'attends peut-être à un scénario différent de ce genre de match où on voyait le Maroc vraiment dominer. Je vois des Zambiens qui pourront peut-être être un peu plus piquants en contre-attaque. Mais en tout cas, on l'espère avec la victoire au bout pour les Lions de l'Atlas. Je suis très alarmiste, mais je préfère l'être maintenant plutôt que d'avoir de mauvaises surprises à la fin de cette Coupe d'Afrique des Nations, en tout cas si on la termine. Justement, le football punit les équipes favorites, mais qui n'arrivent pas à rester lucides justement face à des adversaires qui sont bien organisés. Et justement, on a vraiment hâte de voir ce match, de regarder ce match tous ensemble ce soir, Anas, à 20h. Et la craque, elle est tombée. Oui, heureusement. On espère vraiment pouvoir aussi sauver cette rencontre ce soir pour que le Maroc puisse se qualifier, même si le Maroc reste quand même favori dans ce groupe et a de fortes chances de passer aux phases finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est la fin de cette édition. On y approche. Merci. Ali Salah Eddine d'avoir été à nos côtés. Merci à vous et à très bientôt, j'espère. Oui, bien sûr, vous êtes juste en haut. On a a déjà eu votre collègue Monsef, maintenant on a Ali. On va peut-être avoir un nouveau collègue de la radio. En tout cas, c'est la même maison, avec grand plaisir. Et depuis Marrakech, vous étiez avec nous. Malik Traoré, journaliste sportif pour la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci d'avoir apporté votre analyse sur les élèves. Vous avez un petit mot, dites-moi. Dites-moi tout. Non, on croise les doigts pour le Maroc. C'est gentil, c'est très gentil. En tout cas, on avait beaucoup de supporters marocains être avec la Côte d'Ivoire hier soir. Donc, on espère que vous serez de notre côté pour ce match face au Chipolo Zambien. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne suite de programme sur Média TV. L'actualité ne s'arrête jamais sur Média TV. On se retrouve demain, même heure, 13h30. Ciao, ciao.